Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. L'usine Ferrero d'Arlon a vu sa production suspendue à la suite d'une centaine de cas de salmonellose. Une réunion a eu lieu tout l'après-midi entre direction et syndicats. On évoque l'avenir de la production et on retrouvera Daniel Velter en direct à Arlon. La gratuité était demandée dans l'enseignement primaire. Eh bien, les frais scolaires ne vont pas encore disparaître. Un reportage particulièrement dur dans ce JT. Nous verrons que les Russes pratiquent le viol comme arme de guerre. On fera le point aussi avec Catherine Tonero sur la situation en Ukraine. Au moins 13 personnes ont été blessées dans une station de métro de New York où des tirs ont retenti, des engins explosifs ont été découverts. Et en fin de journal, nous reviendrons sur les 30 ans d'Euro Disney, une aventure pas comme les autres. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une histoire. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne se prépare à une offensive majeure sur l'Est. C'est l'objectif prioritaire de la Russie désormais. On va voir avec vous, Catherine Tonero, comment évolue la situation tout d'abord à Mariupol, ville du sud-est, qui est en train de tomber aux mains des Russes. Oui, François, on parle de chute imminente. Après plus de 6 semaines de combat, la quasi-totalité de la ville a été conquise aujourd'hui par les Russes et les séparatistes pro-russes. Il y aurait encore entre 1500 et 3000 soldats ukrainiens à Mariupol, une petite poche de résistance. Donc ici, vous le voyez complètement encerclé. Hier, une brigade annonçait d'ailleurs une probable ultime bataille dans ce port détruit à 90% et où l'on craint le pire bilan de l'invasion russe avec des dizaines de milliers de tués selon les autorités ukrainiennes. Elles n'ont pas confirmé par contre une possible attaque chimique relayée par des combattants ukrainiens. Information toujours non vérifiée ce soir de sources indépendantes. Alors pourquoi le contrôle de ce port stratégique est si important pour les Russes, Catherine ? Eh bien, on le rappelle, il s'agit de consolider leur position sur la mer d'Azov où ils ont déjà pris la ville de Berdiansk et occupent un peu plus loin Melitopol ou encore Kherson. Il s'agit surtout de relier ainsi la Crimée au Donbass vers l'Est, région composée des provinces de Donetsk et de Louhansk, contrôlée en partie par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Eh bien, Moscou veut aujourd'hui prendre en tenaille toute cette région. C'est ici que les forces ukrainiennes attendent une offensive majeure. Elle pourrait venir de la ville stratégique d'Izium, un peu plus au nord, où l'armée russe renforce actuellement ses positions. Ce mardi, en tout cas, le président russe s'est exprimé, confiant et justifiant aussi son intervention militaire pour sauver, je cite, les habitants du Donbass. On écoute Vladimir Poutine. Il était impossible de tolérer ce génocide qui se déroulait depuis 8 ans. Malheureusement, l'Ukraine a commencé à se transformer en base d'opérations anti-russes. Et c'était dangereux pour nous. Et c'est là aussi qu'étaient cultivés le nationalisme et le néonazisme. Alors Catherine, tous les yeux sont rivés, vous l'avez dit, sur le Donbass, mais les bombardements russes se poursuivent, on peut le dire, aussi ailleurs. Et ils ont dernièrement fait une dizaine de morts dans la région de Kharkiv, un peu plus au nord. À Dnipro aussi, des missiles ont anéanti l'aéroport local avant-hier. Missiles qui se sont aussi abattus sur la ville de Mykolaïv dans le sud. Mais c'est bien dans le Donbass, François, que les clés de cette guerre vont se jouer. Merci Catherine pour toutes ces explications. Et puis en mission dans les pays voisins de l'Ukraine, le Premier ministre Alexander De Croo a visité le centre de première prise en charge, si l'on peut dire, des réfugiés ukrainiens en Pologne. Après plus de 40 jours de guerre, ce poste frontière reste un carrefour vital pour les réfugiés. Reportage Dominique Van de Capelle et Rachel Crivellaro. Une fourmilière qui ne dort jamais et ne cesse de grossir et des volontaires qui affluent du monde entier pour venir en aide aux réfugiés, comme Virginie, aide-soignante de la région montoise. On avait commencé par organiser des collectes et puis on s'est dit il faut absolument qu'on aille là-bas et donc on a pris les billets d'avion et on est arrivé ici. Alors on est venu parce qu'on avait vraiment à cœur de venir aider les réfugiés au niveau de la frontière. Ils arrivent, ils sont vraiment fatigués, très chargés et donc voilà, pour nous c'était une évidence de venir les aider à porter leurs bagages, à les diriger pour prendre le bus. Après plus de 40 jours de guerre, ce centre accueille encore des milliers de réfugiés mais sans réel contrôle des autorités, ce qui commence à en inquiéter certains. Ce qui fait cette crise un peu spéciale, que la plupart de ces réfugiés consistent des femmes et des enfants. Et bien sûr, ces femmes et enfants, on n'a pas de nombre, mais on assume qu'il y a beaucoup d'abus
aussi du trafficking de ces réfugiés qui arrivent et il faut absolument prévenir ça arriver. Depuis quelque temps, on assiste également à un mouvement inverse. Vous le voyez derrière moi, ce sont des réfugiés qui font le chemin à l'envers. Ils sont en train de retourner en Ukraine. Ils retournent en Ukraine pour la plupart, nous disent-ils, pour aller retrouver de la famille qui est restée là-bas, comme Yulia qui a décidé de rentrer à Tchernobyl avec ses 4 enfants. Je veux rentrer chez moi car ma maison me manque. Là-bas, j'ai ma sœur, je veux retrouver ma famille, mon mari. Il serait désormais 500 000 à avoir repris la route de l'Ukraine, mais ici à Medica, on s'attend à les voir revenir. Voilà. À suivre dans ce journal, Boris Johnson va recevoir une amende pour des infractions aux règles anti-Covid. On fera le point avec Marie Billon en direct à Londres. Du soleil, des plantes, dans JT aussi, on le verra, des conseils jardinage. Et puis nous irons en direct à Liège pour la finale de la 10e saison de The Voice. On retrouvera Dominique Dussin. À New York, plusieurs personnes ont été atteintes par des tirs et des engins explosifs ont été découverts dans une station de métro de Brooklyn. La chaîne de télé CNN, qui cite les pompiers, fait état de 16 personnes blessées, dont au moins 10 par balle. Un suspect est en fuite. Nathan Gerlache, Pascal Bustamante. Les secours se sont déployés en nombre à l'angle de la 36e rue et de la 4e avenue à New York. La station de métro a été fermée et les blessés rapidement évacués. L'incident serait clos en ce qui concerne la fusillade. La police de New York a communiqué à ce sujet. I want to begin by assuring the public that there are currently no known explosive devices on our subway trains, and this is not being investigated as an act of terrorism at this time. We can also report that although this was a violent incident, reportedly we have no one with life-threatening injuries as a result of this case. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent la station de métro juste après la fusillade. On y voit des usagers sortir précipitamment de la rame, les personnes blessées sortant dernier. Une autre vidéo montre une personne effectuant une compression sur une victime allongée au sol. Les premiers témoignages concordent pour décrire l'attaque comme suit. Un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange, comme celle des ouvriers du bâtiment new-yorkais, aurait sorti un récipient qu'il aurait ouvert. La rame se serait remplie de fumée et l'homme aurait tiré sur les passagers. L'homme n'a pas été appréhendé. La police demande le concours de la population pour le retrouver, par exemple en utilisant d'éventuelles vidéos ou photos prises lors de l'événement. Qui de Valentine Meïcha, Sekina Walek remportera ce soir la finale de The Voice. Bien plus que quelques heures ou quelques minutes à attendre pour le savoir. Sur place, on retrouve Dominique Dussin qui a à ses côtés un artiste français qui connaît particulièrement bien The Voice en général et on peut le dire, Dominique, The Voice Belgique aussi en particulier. Bah oui, effectivement, puisqu'il a remporté The Voice en France, c'était la 5e saison, je pense, et puis il a été ici le coach, un des coachs pendant 2 saisons, et ce soir, vous êtes l'invité d'honneur, c'est Slimane, évidemment, vous l'aurez reconnu, vous êtes l'invité d'honneur ce soir de cette soirée, alors je suppose, retour à la maison ? Ah, complètement, retour en famille, retour à la maison, très content d'être là. En plus, je pense que ça va être une très très belle soirée, j'ai pu assister un peu aux répétitions, assez bluffé par le talent des talents. Voilà, j'ai hâte qu'on commence là et que ça parte. Et donc pour vous, ça a été particulièrement important puisque votre carrière, elle a débuté en France, mais dans cette émission, donc c'est une chance extraordinaire donnée quand même à des talents. Ah ouais, moi The Voice, ça a totalement changé ma vie dans tous les sens du terme. Déjà la première fois en France, et ensuite même ici, c'est quand même ici que le projet Versus a commencé aussi avec Vita. Donc non, c'est un vrai porte-bonheur. Je souhaite à tous les talents que ça change leur vie comme ça a changé la mienne. Oui, justement, vous faisiez un binôme, même si vous étiez deux coachs différents, avec Vita, et donc ça aboutit à un album et à Bercy, etc. Vous pouvez un peu raconter comment ça s'était passé tout ça ? C'est complètement fou, mais ça s'est vraiment passé dans les locaux de la RTBF. On parlait de ce projet, c'est né ici, on a beaucoup fait avancer les choses ici, on a même fait le premier clip ici, donc il y a une vraie histoire avec The Voice Belgique. Parfait, merci. Eh bien, la finale de la 10e édition de The Voice Belgique, c'est dans une grosse demi-heure sur la 1, et on va savoir enfin qui est le gagnant ou la gagnante de 2022. Merci à tous les deux, merci au public aussi. Une petite leçon de jardinage à présent, les pépinières s'attendent à voir arriver pas mal de monde ce jour-ci en effet, vous l'avez vu, le soleil fait son retour, les températures sont en hausse, c'est la recette idéale pour travailler. J'en perds ma voix, reportage.
Semer, planter, repiquer, c'est le moment de retravailler ces espaces verts. Les amateurs de jardinage ont pu en profiter aujourd'hui. Pour moi, c'est une activité vraiment bien-être. J'adore évidemment manger mes propres légumes. Je crois que toute personne qui produit elle-même quelque chose est contente après de l'avoir fait. Je suis en train de planter des jeunes poros. Ce sont des poros d'été, ce sont les premiers poros qu'on plante. Un peu plus tard, on pourra planter les poros d'hiver, ils vont tenir au gelé. Avant de s'attaquer au jardinage, certains ont pris la matinée pour aller chercher de quoi aménager leur jardin et alimenter leur potager dans les pépinières. Nous avons acheté des tomates, des œillets et des échalotes et des oignons repiqués. Des fleurs pour mettre dans le jardin et pour le garnir sur la terrasse. Je viens aujourd'hui parce qu'il fait bon et que c'est le moment de mettre le cresson et peut-être la coriandre, ça je ne sais pas encore. En effet, ce n'est pas parce que c'est le retour des beaux jours qu'il faut pour autant tout planter tout de suite. Les gens ont envie de planter, vont chercher, par exemple, nous on est producteurs d'annuels, donc des fleurs qui sont déjà plus ou moins avancées dans les serres, mais je leur conseille de ne pas le faire parce qu'une nuit froide va les abîmer ou voire les tuer. Concrètement, il y a des choses à faire au jardin en ce moment, mais pas n'importe lesquelles. Si on veut jardiner, mettre de l'engrais... Il y a eu un petit problème, et là, c'était pas un problème de voix. J'ai retrouvé la mienne. C'est d'ailleurs pour vous souhaiter une excellente soirée, et vous allez écouter, sans mauvais jeu de mots, The Voice. Pas la mienne, celle des chanteurs. À demain, 19h30.